Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec l'ESCP Europe pour le master spécialisé marketing et communication. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Benoît Elbrun qui est le directeur scientifique du master et Clémentine Tessèdre qui est étudiante. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Vous avez 1 minute chrono et c'est parti. Bonjour, alors le master marketing et communication, le master marketing et communication de l'ESCP va bientôt fêter ses 30 ans. Donc sa particularité, c'est qu'il articule des enseignements sur le marketing, donc on travaille sur la marque, le comportement du consommateur, la distribution, et on travaille également sur des questions de communication, donc les théories de la communication, les médias, le hors-média, effectivement le digital. Ça, c'est sa première caractéristique. Sa deuxième caractéristique, c'est qu'il associe une approche théorique et une approche pratique, puisque la moitié des enseignements sont dispensés par des professeurs de l'école, auxquels s'ajoutent des enseignements qui sont dispensés par des intervenants du monde professionnel. Et troisième caractéristique, c'est l'importance de la réflexion, de la méthode, et de la pensée critique, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dispenser des outils, on va également proposer un cadre de réflexion de l'ensemble des pratiques de marketing et de communication. Et très bien, vous êtes parfaitement dans les temps, on passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent juste ici. Allez la régie, on envoie la première question. Et je vous laisse lire donc la première question. Tous les cours sont en anglais, même sur le campus de Paris. J'y réponds. Allez-y. Alors, tous les cours ne sont pas en anglais. On a énormément de cours en français. On peut avoir 1 ou 2 cours en anglais, ça va dépendre des matières. En revanche, on a un séminaire de 2 semaines à Londres, où là, tous nos cours sont en anglais. On est avec les professeurs de l'ESCP du campus de Londres. Et c'est tout un master. On intègre leur master donc, sur la créativité. Et on a des projets et des cours en anglais. On rencontre des professionnels en anglais. Voilà. Et du coup, le niveau demandé en anglais à l'entrée du master, il est de combien si on regarde par rapport au score TOEIC ou TOEFL ? Déjà, comme dirait M. Elbrun, il faut être bon en français avant l'anglais. Ça, c'est le critère numéro 1. Voilà, mais non, il faut avoir un certain niveau en anglais, mais... Il faut être pas le capable. plus important. Alors, en fait, on va demander un test TOEFL ou équivalent, ou TOEIC ou Cambridge. Moi, ce que je veux simplement vérifier, c'est qu'une personne est capable de comprendre un cours en anglais, de faire une présentation en anglais et d'aller passer 15 jours à Londres sans se trimballer dans la rue avec un dictionnaire. Il n'y a pas de score minimum Non, il n'y a pas de score minimum, mais il est possible que dans l'entretien, je vérifie le niveau de l'anglais avec 1 ou 2 questions, juste pour sonder un petit peu le niveau. Ok. Pour pouvoir suivre les cours en anglais à Cambridge, est-ce qu'il faut avoir vécu à l'étranger ? Est-ce qu'il faut avoir fait un stage en Angleterre, par exemple ? Alors, c'est pas Cambridge, en fait. Je parlais de Cambridge, le test, en fait. Ah oui, pardon, j'ai confondu avec... le séjour est à Londres, en fait. À Londres, oui. On est basé, en fait, dans notre campus de Londres, à Finchley Road. Non, il faut simplement, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu en Angleterre ou aux États-Unis, il faut simplement être à l'aise avec la langue anglaise. Donc je le précise, l'objectif à terme, c'est pas de basculer l'ensemble du programme en anglais, mais c'est d'attirer des personnes qui sont capables de parler anglais, ce qui est aujourd'hui un minimum requis pour travailler dans le domaine du marketing et de la communication. Parce que je rappelle que le marketing est un mot qui est anglais, qui est intraduisible. Travailler, faire du marketing ou de la com sans parler anglais, ça me semble difficile. Peut-on postuler quand on est ingénieur ? Évidemment, on accepte a priori tous les profils, ça c'est très très important, la diversité de recrutement du master. Faut dire que sur la promotion actuelle, il y a 46 étudiants, il y en a à peu près 45% qui ont déjà fait des études de gestion, donc c'est pas obligatoire d'avoir fait de la gestion, du management ou du marketing. On peut avoir fait de la finance, mais on peut avoir fait d'autres choses. Il y a des gens qui ont fait de la littérature, de la philosophie, du droit, qui sont pharmaciens, évidemment des ingénieurs. Et moi, j'ai toujours privilégié la diversité des profils. C'est-à-dire que, en fait, on cherche des singularités plus que des profils. Ça, c'est très très important. L'un des objectifs du programme, évidemment, c'est d'apprendre des choses aux participants, mais c'est aussi de développer une forme d'autonomie et de pensée critique. Clémentine, par exemple, avant d'intégrer le master, qu'est-ce que tu faisais ? Alors moi, j'ai eu tout un cursus universitaire à Paris 1.
J'ai été diplômée dans un Master 2 de conseil. Ok. Donc tu avais fait de la gestion pour le coup. J'ai fait de la gestion, un management exactement. Et j'ai eu l'occasion de faire une année de césure. Et j'ai eu un beau stage dans une belle entreprise. Et je me suis dit que pour m'ouvrir les belles portes et pour progresser là où j'avais envie d'aller dans mon projet professionnel, il fallait que je me spécialise en marketing. Ouais. En marketing. Et donc tu as choisi un master en marketing et communication. Oui, parce que c'est la spécialité qu'il y a à l'ESCP que je ne retrouvais pas forcément dans d'autres formations. Et forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'était important pour moi de pouvoir avoir les deux. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette spécificité-là. Mais si on regarde au niveau du mélange des profils dans ta promo, comment ça se passe? Est-ce que ceux qui ont fait de la gestion comme toi ont une longueur d'avance par rapport à des profils plus littéraires ou des pharmaciens ou des ingénieurs? En fait, ce qui est super quand on a plusieurs profils, c'est qu'on peut travailler avec des gens qui ont des expertises dans d'autres domaines que nous. Donc, on apprend déjà les uns des autres. C'est plus intéressant, c'est plus challengeant aussi. On a beaucoup de travaux en équipe, en groupe. Donc, on s'aide, on s'apprend. Donc, on apprend constamment dans ce master. Et non, il n'y a pas de longueur d'avance parce que moi, je peux être très à la ramasse sur d'autres choses. Comme quoi j'ai pas eu une formation en digital et je vais avoir des gens qui sont beaucoup plus calés en digital. Donc, ils vont m'apprendre des choses lors des cas live qu'on a avec des entreprises. Donc, non, je ne pense pas que... on est tous à un niveau différent et on est tous là pour apprendre. On apprend des choses qu'on n'a pas forcément vues, c'est l'objectif, sinon on ne serait pas venu dans cette formation, je pense. Ok. Je vous laisse lire la question. Y a-t-il un intérêt à candidater lorsque l'on a suivi une formation généraliste en management en école de commerce? Oui, puisque ça représente en gros 50% des participants actuels du programme. Tout simplement parce que d'abord, je pense qu'on a une façon d'aborder le marketing et la communication qui est assez originale. Je ne suis pas totalement convaincu par la façon dont le marketing est enseigné dans les écoles de commerce en France. Ça, on pourrait y revenir. Et puis d'autre part, parce qu'on va approfondir un certain nombre de choses qu'on traite généralement mal dans les écoles de commerce. Je prends par exemple la stratégie de marque ou des cours de comportement du consommateur qui nécessitent quand même une expertise considérable dans des champs des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. On va passer à travers, on a un séminaire de sémiotique, on a un cours d'éveil à l'esprit critique. Donc, si vous voulez, on a tout un arsenal de méthodes, d'outils et d'enseignements qui font que, évidemment, ça va apporter une valeur ajoutée considérable par rapport à une école de management de commerce, quelle que soit d'ailleurs cette école. Parce que si je me fais l'avocat du diable, même au sein de votre école, à l'ESCP Europe, on se spécialise en marketing ou en communication en dernière année ou en deuxième année, ça dépend des écoles. Donc, est-ce que ça ne va pas être bis repetita par rapport à ce que j'aurais appris avant ? On peut penser qu'il y a un certain nombre de redondances, mais par exemple, quelles sont les écoles dans lesquelles on apprend à faire un plan marketing? Quelles sont les écoles dans lesquelles on apprend à faire un plan de communication? Non, je pense qu'effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée. Et puis, je voudrais dire une chose, c'est qu'on n'est pas une école de management, on est une école de commerce. C'est pas du tout la même chose. On ne forme pas des managers, on forme des gens qui vont faire du commerce. Je rappelle qu'il y a un dieu du commerce qui s'appelle Hermès, il n'y a pas de dieu du management. Le commerce, c'est noble, c'est la relation entre les cultures, la relation entre les êtres humains, c'est la façon dont on considère les choses, donc aussi la consommation, et évidemment ça embraye tout un tas de savoirs qui ne sont pas uniquement du domaine du management. Le management est très restrictif. C'est la mode, on dit école de management ou business school, on évite le terme école de commerce ou c'est quelque chose que vous revendiquez? Oui, mais vous connaissez cette phrase du philosophe Jean Guiton qui disait être à la mode, c'est avoir un destin de feuille morte. Donc, oui, c'est certes à la mode d'être une école de management, mais moi, je pense qu'il est très important de revendiquer son ancrage dans le commerce. Et notamment, on a été une des premières écoles à réintégrer dans le programme des cours autour de la négociation commerciale et de la vente, qui sont des enseignements qui, la plupart du temps, ont disparu des écoles de management, qui pensent que finalement, le marketing, c'est noble, et puis la vente, c'est pas important. Mais la vente, c'est fondamental. Dans beaucoup d'entreprises, on commence par un poste de commercial pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est très important. Les cours de négociation dont vous parlez, c'est au sein du programme Grande École ou au sein de votre master spécialisé? Non, là, je parle du master spécialisé, mais on a aussi réintégré dans le programme Grande École des séminaires sur la vente, la négociation commerciale. On va filmer les étudiants, on va faire des jeux de simulation, un vendeur, un acheteur, etc., pour leur montrer ce que ça va être plus tard la négociation pour ceux qui vont rentrer dans une vie commerciale. Ok. Je vous laisse prendre la question suivante.
Bonjour, faut-il avoir une idée précise de ce que l'on veut faire après le master ou peut-on juste exprimer son intérêt pour le marketing et la communication de manière générale? Évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un de savoir exactement ce qu'il veut faire dans l'existence et même dans la sphère professionnelle. Je pense que l'un des objectifs du programme, c'est d'aider les personnes à structurer leurs pensées, à structurer leurs désirs. Et moi, le seul discours que je tiendrai, c'est qu'il faut toujours aller vers son désir. Et donc, moi, mon rôle en tant que responsable du programme, c'est d'aider les participants à aller chacun vers leurs désirs, sachant que ces désirs ne sont pas convergents. Et que donc, il y a des personnes qui ont envie d'aller travailler chez L'Oréal, d'autres chez Coca-Cola, d'autres dans une agence de com, d'autres dans une start-up. Et je respecte toutes ces volontés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir former à l'ensemble, à tous ces types d'organisations et de structures et à tous ces types de métiers. Mais au moment des admissions, par exemple, Clémentine, est-ce que toi, tu savais, au moment de l'oral d'admission, où tu voulais aller, ce que tu voulais faire après le master? Parce que souvent, les questions portent là-dessus aussi. Oui, alors moi j'avais plein d'idées, mais c'est ce qu'on apprend aussi dans ce master, c'est qu'on a beau avoir une idée précise de ce qu'on a envie de faire, on va peut-être pas coller avec les valeurs et la culture de l'entreprise, ça c'est important à savoir. Moi j'avais justement besoin de me trouver, je savais que j'avais envie de faire du marketing, mais j'étais intéressée par tout, donc j'avais besoin un peu plus de structurer mon projet. Donc non, je suis pas venue avec un métier en particulier, je suis venue avec l'intérêt que j'avais pour le marketing, j'ai expliqué pourquoi pour moi ça me semblait logique pour la suite de mon parcours, parce qu'il faut que ce soit logique ou bien exprimer son intérêt. Faut venir comme on est, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, mais c'est important de voir soi-même s'il y a une logique, qu'est-ce que le marketing peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi au MS avec ça, voilà. Ok. Donc pas besoin, vous n'allez pas les interroger sur après le master, vous voulez faire quoi? Non, on ne travaille pas au besoin, on travaille au désir. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quoi? Non, mais c'est-à-dire qu'on va peut-être poser la question, on va peut-être pas la poser, mais finalement, c'est pas important parce que... Qu'est-ce qui importe alors? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui importe, c'est de savoir pourquoi on veut faire ça, pourquoi on va consacrer finalement 1 an et demi de sa vie à faire un programme qui est très exigeant, qui va demander quand même de travailler énormément seul et en groupe, il y a beaucoup de travaux de groupe, qui va demander de se mobiliser pour rédiger une thèse professionnelle, qui va demander aussi des ressources économiques, et donc c'est finalement la motivation. Mais la motivation, c'est le désir, quoi. Qu'est-ce qui me meut vers le fait que j'ai envie d'aller apprendre des choses, d'aller aussi déconstruire un certain nombre de croyances, parce que dans le programme, en fait, il y a une première phase qui est une phase introductive, dans laquelle on va construire un certain nombre de savoirs, mais on va aussi déconstruire un certain nombre d'idées reçues, qui sont le bullshit, comme dirait l'autre, managérial. Donc ça, on s'inscrit en porte-à-faux par rapport à ça, de façon vraiment radicale, pour être dans un discours de vérité, de sincérité. Pour moi, la sincérité est une valeur absolument fondamentale de ce qu'on fait à l'ESCP et de moi ce que je fais dans le master. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Quel est selon toi le big plus du MS? Pourquoi l'as-tu choisi parmi tous les autres masters en marketing qui existent sur le marché? J'ai l'impression que c'est pour moi. Alors, j'ai postulé donc à plusieurs masters. Lesquels? J'ai postulé à ceux des grandes écoles comme l'EDEC, l'ESSEC. Je ne suis pas allée vers HEC parce que ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas ce côté marketing que j'avais envie d'aller voir. Ce qui a fait la différence pour moi, ça a été mon entretien avec M. Elbrun, parce que mine de rien, avoir en face de soi le directeur qui va vous suivre tout au long d'1 an et demi, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de masters qui vous font passer, vous ne rencontrez jamais en fait l'équipe pédagogique. Donc, il n'y a pas d'entretien. Voilà, c'est soit sur dossier, soit via une vidéo que vous enregistrez, qui est envoyée, on vous dit si vous êtes pris ou pas. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des matières que je n'ai pas retrouvées partout. La com, on en a parlé, mais il y a aussi tout ce qui était la sémiologie, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs, alors qu'en fait, une fois que vous avez ce cours et ce séminaire, c'est fondamental pour comprendre plein de choses. Pour débuter, même avant de parler de marketing ou de marque, il faut savoir ces choses-là. Ça construit. Et j'avais eu des échanges avec des anciens, et forcément, quand il y a une bonne connexion, un bon lien, et que ça nous donne envie, voilà. Comment tu avais fait pour te mettre en lien avec les anciens? Par quoi tu étais passée? Alors, sur le site de l'ESCP, quand vous allez sur la plaquette du MS, vous avez les liens des délégués actuels. Et c'est très facile, il y a leur adresse mail, on peut les contacter et ils sont assez réactifs. Okay. Et la déléguée actuelle, c'est toi, non? C'est moi. Alors, on va faire une petite pause dans les questions et on passe au 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous.
Alors, je dirais le premier mot, c'est la méthodologie, parce que le marketing, c'est d'abord un ensemble de techniques qui visent à approcher un marché. Et je dirais la même chose de la communication. Donc, on va apprendre des méthodes qui sont liées évidemment à des outils. Donc, c'est par exemple construire une marque, c'est construire un plan marketing, c'est qu'est-ce que c'est qu'une démarche marketing, comment construire un plan de communication, comment construire une stratégie digitale. Ok. Méthodologie. Méthodologie, deuxième mot. Créativité. Je repars sur le séminaire qu'on a fait à Londres. Vous rencontrez des professionnels, vous avez des cours en anglais et on apprend donc à monter un projet en très peu de temps, en 2 semaines. Sinon, tout au long de l'année, on a des cas live avec des entreprises qu'on rencontre où on nous demande d'être créatifs, innovants dans certaines problématiques des entreprises. Et puis, dans les projets, histoire que ce ne soit pas toujours redondant, c'est un master qui demande une certaine créativité dans ce qu'on va proposer, dans les méthodes marketing et c'est challengeant. Ok, donc créativité. Et votre troisième et dernier mot? Et pour moi, le dernier mot, c'est esprit critique, parce que évidemment, on va fournir des méthodes, comme je l'ai dit, mais on va aussi proposer une approche réflexive, donc faire réfléchir les participants sur des notions, des concepts, l'implication d'un certain nombre de pratiques. Par exemple, qu'est-ce que veut dire la transformation digitale? Peut-on parler d'un humanisme numérique, par exemple? Et donc, on a, cette année, créé un séminaire qui s'appelle Éveil à l'esprit critique, qui va les faire réfléchir sur un certain nombre d'enjeux de la société d'aujourd'hui. Pas simplement marketing et communication d'ailleurs. Très bien. Et votre troisième mot, donc esprit critique. Merci pour ces 3 mots. Je vais vous laisser passer à la suite des questions. Que fait-on pendant le séminaire à l'étranger? Les visites d'entreprise, c'est disséminante version pro, point d'interrogation. C'est à moi de répondre. Si vous Alors, voulez. que fait-on pour un séminaire à l'étranger? Le séminaire est thématisé autour de la créativité, parce qu'on a un pôle d'expertise sur ce campus. Donc, le premier jour, on va briefer les étudiants sur le projet sur lequel ils vont devoir travailler en groupe. Le projet, ça consiste en fait à partir d'un retail safari que je leur organise. Un retail safari, ça veut dire qu'en gros, je vais les accompagner dans une quarantaine de points de vente, ou alors ils vont y aller seuls, parce qu'ils sont autonomes, à Londres, que j'ai identifié, pour leur montrer un certain nombre de choses assez remarquables du retail londonien. Et sur cette base, donc, on va également avoir des enseignements. Donc généralement le matin, on a des cours sur qu'est-ce que c'est que la créativité en marketing, comment faire une bonne présentation. On va parler aussi de advertising, parce qu'il y a quand même une excellence anglaise en termes de publicité. L'après-midi, c'est plutôt des visites de terrain. On va aller passer une demi-journée au Museum of Branding and Packaging, qui est un lieu quand même qui est très intéressant. On ira peut-être l'année prochaine au musée du design aussi, qui est très intéressant. Et puis, donc, au bout des 2 semaines, le samedi, il y a une présentation de chaque groupe qui va donc créer une marque avec un esprit british en intégrant toutes les découvertes et les surprises qui ont fait l'objet de ces visites. Bon, et ça, c'est un quoi travail. l'esprit british? C'est une marque de thé? C'est une marque Non, de non, non, scones? l'esprit british, ça veut dire qu'ils vont essayer de comprendre, de saisir qu'est-ce que c'est que la Britishness dans toutes ses contradictions, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est l'audace, l'humour, la tradition, etc. Et essayer de créer une marque dans un secteur de leur choix, en essayant d'appliquer ces principes, évidemment en reprenant toutes les dimensions méthodologiques de la marque. Alors ça, c'est un travail en groupe. Et après, il y a un autre travail qui est un rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'on va développer en fait une approche ethno-marketing. Les étudiants sont armés d'un appareil photo et donc ils sont briefés, donc ils ont 1 mois pour m'envoyer un rapport d'étonnement sur la base de 5 ou 6 questions et ils doivent me répondre avec des photos et une légende. Donc par exemple, le type de question c'est comment s'exprime le sacré dans les boutiques de luxe à Oxford Street, par exemple. Donc l'appareil photo, d'où le nom de Retail Safari. Alors appareil photo, caméra, voilà, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on dépasse un petit peu les méthodes d'enquête par questionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, mais pour aller plutôt vers de l'observation. Le marketing, c'est d'abord de l'observation. Alors si on prend ton exemple, Clémentine, quelle marque tu avais créée pendant tes 2 semaines à Londres? Alors moi, ça s'appelait Blackbeard. On a pris l'exemple des marins, anglais notamment et british, irlandais, et on est parti sur les kits en ce moment qui sont vachement tendance sur la barbe. Comment bien soigner sa barbe de façon british, voilà, avec beaucoup d'humour. Est-ce que ça t'a plu? C'était super parce qu'on découvre un univers différent. Les Anglais sont très différents des Français. C'est super d'avoir un choc des cultures comme ça et de l'approprier. Et c'est challengeant parce qu'on est face aux autres et on a envie de leur vendre
le plus de rêves possible. Donc ouais, c'était super. Est-ce qu'on est logé par l'ESCP quand on va passer 2 semaines à Londres? Non. Ça se passe comment du coup? C'est-à-dire qu'il y a une autonomie totale sur le transport et le logement et la restauration. Quand vous dites autonomie totale, ça veut dire qu'ils payent? Non, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge les frais. C'est-à-dire Ouais. que nous, on s'occupe de toute la dimension pédagogique. On les accueille sur le campus, etc. Mais après, C'est en plus. c'est des frais en plus. Ok. Voilà. Alors, les anciens du MS sont-ils membres d'un réseau? Alors oui, de facto, puisque nous avons 55 000 alumni, donc des anciens. Donc à partir du moment où on s'est acquitté de sa cotisation envers l'association des anciens, mais évidemment la première année, elle est offerte, enfin, pendant qu'on est dans le master, on va bénéficier d'un réseau qui est très actif. Parce que l'ESCP, en fait, est une grande famille, c'est-à-dire que c'est, à mon sens, une école qui est fondée sur une horizontalité et pas sur une verticalité. C'est-à-dire que vous pouvez contacter n'importe quel ancien pour un conseil, pour une demande d'information ou pour un coup de main pour un stage. Généralement, la personne va répondre dans la demi-journée, même si elle ne vous connaît pas. Donc il y a une énorme solidarité et je pense que ça, c'est aussi le fait d'une école qui est très, très humaniste, qui favorise beaucoup les relations entre les gens, l'entraide, etc. Et donc, on est vraiment dans une organisation qui est autour du partage. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, un moment où tu as pu faire appel au réseau, aux anciens, et où ils ont répondu ou non? Alors on a, lorsqu'on se prépare pour les entretiens de stage, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les anciens de notre MS ont fait ou les anciens de l'ESCP. Et on a une plateforme très facile Alumni où on peut les contacter, demander des conseils. On a aussi des anciens qui viennent nous faire des cours ou des conférences, donc on peut échanger également avec eux. Donc voilà, c'est assez facile d'accès. C'est le plus de l'ESCP, c'est que c'est génial comme outil, le réseau. Ça marche vraiment? Ça marche vraiment, oui. Toi, par exemple, tu as déjà trouvé un stage de fin d'année? Oui, dans la grande consommation, notamment des boissons. Et chez qui? Chez Coca-Cola. On ne sait pas le dire. La grande consommation des boissons, il n'y en avait pas 36. Est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un ancien que tu as trouvé ce stage ou rien à voir? Non, on postule sur la plateforme Job Teaser, donc que le SCP nous donne accès, où on a des super belles offres de grandes entreprises. Et comme des anciens, en plus de mon master, ont travaillé chez Coca-Cola, j'ai pu échanger. Donc il n'y a même pas parfois d'aller très loin dans les anciens, c'est actuellement dans la promo. Donc ouais, c'est super. Ok. Je vais essayer la question. Que faut-il faire pour intégrer le MS et que ne faut-il pas faire? Moi, j'ai envie de dire que même si on ne vend ni frites ni hamburgers, venez comme vous êtes, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas se mentir à soi-même et de savoir pourquoi on veut faire ce programme. Parce qu'évidemment, c'est de très très loin le meilleur programme master spécialisé en marketing et communication. Il n'y a pas, à mon sens, vraiment de concurrence sérieuse. On n'est pas rentré dans l'idéologie du digital consistant à tout digitaliser. Pour nous, le digital, enfin le numérique, c'est une évidence. Donc, il va infuser l'ensemble des cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cours sur le numérique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Donc, ce qui est important, c'est encore une fois de bien savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et si on répond à ces deux questions pour soi-même, on sera capable de convaincre le jury. Et qu'est-ce qui, à contrario, ferait que vous ne prendriez pas tel ou tel candidat? Par exemple, le blanchiment de diplôme, c'est-à-dire venir pour avoir une belle adresse sur son CV, ou alors parce que le projet est trop fragile. Donc il arrive par exemple que des candidats échouent la première année parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est arrivé d'ailleurs cette année à la session de janvier, d'une personne qui s'était présentée l'année dernière. Ça n'avait pas fonctionné et puis cette année ça a fonctionné parce que le projet a mûri et puis de toute façon le désir aussi se construit, quoi. Si on a tout de suite ce qu'on veut, c'est moins intéressant. Est-ce que le blanchiment de diplôme, ça veut dire que vous ne prendriez pas un ou une candidate qui sortirait d'une école moyenne? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'évidemment, moi, je ne fais pas de hiérarchisation par rapport au prestige des écoles. Je crois absolument pas à ça. Moi, je crois à la valeur des individus, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie d'apprendre, est-ce que j'ai envie de réfléchir et est-ce que je me sens à l'aise avec le programme. Donc, il est évident qu'il y a une question à l'oral qui est déterminante. D'accord ? C'est la question sur quels sont les enseignements qui, a priori, vous intéressent dans le programme. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est incapable de me dire autre chose que dans le master, il y a un cours d'études de marché, l'entretien est terminé. Voilà. Donc il faut bien se renseigner, bien potasser. Non, mais c'est pour soi, c'est pas pour moi. l'entretien. Je veux dire, on ne fait pas le master pour moi, on fait le master pour soi. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un sens
dans un parcours et dans une trajectoire. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de voir si le master peut avoir un sens dans la trajectoire d'une personne. Donc la personne va me donner des éléments sur sa trajectoire. Avec mon expérience, je vais essayer de voir si ça peut coller ou pas. Après, évidemment, je ne suis pas seul dans le jury. Il y a d'ailleurs des anciens, mais il y a aussi dans le jury, c'est important de le dire, des étudiants de la promotion actuelle. Clémentine a fait avec moi notamment des jurys en janvier. Enfin, Clémentine et d'autres. Il n'y a pas que Clémentine dans le master. Donc, c'est important, par exemple, parce que les étudiants sont capables de voir des choses que moi, je ne peux pas apprécier, comme par exemple l'intégration dans un groupe, la volonté de travailler ensemble, etc. Okay. Mais il ne faut pas se poser des questions de diplôme, de hiérarchie, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vous voyez combien de candidats en entretien chaque année? Alors, on reçoit à peu près entre 200 et 250 dossiers. On voit à peu près 150, entre 120 et 150 personnes à l'oral. Okay. Et généralement, une promotion, c'est entre 45 et 55. Ça dépend des années. Okay. Bon, sachant qu'il y a 3 sessions, janvier, avril, et puis la 3e qui est juin, c'est ça. Okay. Voilà. Je vous laisse passer à la question suivante. Je sais plus qui. Ce master spécialisé permet-il de se spécialiser en marketing plutôt qu'en com? A priori, non. Pourtant, depuis le début de cette interview, vous parlez beaucoup de marketing et peu de com. Oui, mais parce que, encore une fois, on ne peut pas faire de la com si on n'a pas fait de marketing. Donc, encore une fois, définir une stratégie de communication veut dire qu'en amont, on a compris quelle était sa stratégie marketing. Généralement, la com, c'est lié à une marque. Donc, il faut comprendre ce que c'est qu'une marque. Donc, évidemment, je m'étends plus sur le marketing, mais on a quand même au moins 40% des enseignements qui sont liés de près ou de loin à la communication. Parce que Clémentine, toi-même, tu disais, j'étais à la recherche d'un master en marketing. Tu parlais uniquement de master en marketing. Quand on avait la question du choix du master, la com, c'était vraiment accessoire pour toi? J'avais plus une préférence pour le marketing, mais je sais que pour plus tard, moi, ma carrière, surtout dans des grands groupes ou des petits groupes, ça dépend où on va, mais il faut allier les deux. Il faut qu'on ait des connaissances sur les deux. Et comme le dit Monsieur Elbrun, je peux pas aider une communication dans une marque si je sais pas de base ce qu'est une marque et comment la définir, comment l'aider. Donc ça se lie en fait. Mais j'englobe un peu les deux quand je dis ça, mais ouais. L'intitulé de ton poste au sein de Coca-Cola, c'est quoi? Assistante chef de produit. Chef de produit, donc vraiment marketing pour le coup. C'est ça, mais j'ai de la com aussi parce que j'ai le côté digital et dans le digital de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a de la communication, donc ça va ensemble. Au niveau des postes occupés par vos anciens, est-ce que vous avez des postes vraiment de communicants? Oui, il y a des... Les RP par exemple, des choses comme ça? Alors RP, on en a quelques-uns. On en a quelques anciens qui travaillent dans des agences de communication, voire de design. Après, il faut voir où est-ce qu'on met les frontières cognitives du marché de la communication. Par exemple, les étudiants ont fait 2 cas live par an avec des entreprises. Bon, cette année, par exemple, le premier cas, c'était avec l'Occitane. Donc, les étudiants ont été briefés pour finalement refaire la marque l'Occitane, c'est-à-dire en gros reproposer une plateforme, des outils d'activation. Bon, ça, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la com? C'est les deux, évidemment. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une imbrigation permanente de ces dimensions de marketing et communication. Donc, les postes sont très ouverts. Il y a, par exemple, une ancienne qui vient de rentrer dans la direction de la communication d'une institution culturelle, parce qu'elle avait fait avant une agrégation d'histoire, donc ça avait du sens. On a des anciens qui sont dans des plannings stratégiques d'agence. Donc, vraiment, on a des professions qui sont extrêmement variées. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. On développe énormément la démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de ne parler que des mêmes exemples qui sont toujours les cas de multinationales, etc., en essayant aussi de faire réfléchir sur des cas de start-up et des exemples plus de PME ou de démarche entrepreneuriale. Ok, alors on va continuer dans un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. La question experte, je vous laisse la lire. Allez. Votre conception du marketing tourne-t-elle autour du digital? J'aime bien vous jeter en pâture le mot digital. Ah oui, là c'est jeté en pâture. Tourne-t-elle autour du digital? Pas forcément, il y en a, c'est important. C'est aujourd'hui les tendances actuelles dans toutes les entreprises. C'est
comme on dit, les métiers de demain. Mais il n'y a pas que le digital dans le marketing. Encore une fois, les cours qu'on a avec Monsieur Elbrun, on définit bien de base ce que va être une marque, le branding. C'est important la notion de consommateur aussi parce qu'on n'a rien sans les consommateurs. Donc l'analyse du comportement du consommateur, c'est essentiel. Puis après, bien sûr, on a des cours de digital parce que c'est ce qui aujourd'hui fait que les marques avancent. Parce que c'est aussi un des points de différenciation que vous mettez en avant, clairement. le fait de ne pas faire tourner l'ensemble de vos cours autour du digital, où vous placez la frontière entre une vision marketing, une vision digitale du marketing, pardon, et le digital comme outil. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on vit certainement, non pas une révolution digitale, mais une transformation digitale. Peut-être d'ailleurs même une transformation numérique. Ça a des implications sur l'ensemble de l'organisation, pas simplement sur les outils, mais sur les structures, sur les modes de pensée, sur les modes d'organisation, etc. Donc ça dépasse de très très loin le marketing et la communication. Donc déjà, on essaye de se coltiner cette question de la transformation numérique, ce qui n'est pas déjà un vain combat. Deuxièmement, effectivement, j'ai toujours refusé qu'on fasse évoluer le master vers quelque chose qui serait un master de marketing digital, parce que le digital, c'est aussi un ensemble d'outils, mais qui sont des outils naturels d'expression d'une marque ou d'une entreprise. Donc effectivement, je pense qu'il faut absolument aller contre cette tendance qui consiste à tout ramener sur les réseaux sociaux, les outils digitaux, etc. C'est-à-dire en gros faire le buzz. C'est-à-dire qu'une marque, effectivement, doit se poser la question de l'utilisation des réseaux sociaux parce qu'on va développer des logiques de communication qui sont conversationnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, les touch points, les points de contact changent avec le numérique. Ça, personne ne peut le nier. Mais simplement, il faut toujours quand même se reposer la question du contenu. Donc, on a plutôt tendance à infuser le digital dans l'ensemble des enseignements marketing et communication et à ne pas se focaliser simplement sur des outils court terme, mais à intégrer le digital dans une approche globale et donc dans une approche aussi qui est liée à une transformation numérique. Très bien. Je vous laisse repasser à la suite des questions. C'est toujours d'actualité le Live Case L'Oréal. Alors le Live Case est toujours d'actualité, c'est pas forcément avec L'Oréal, puisque cette année on a travaillé avec le concurrent qui s'appelle l'Occitane. Okay. Ça change tous les ans ? Oui, alors on change l'entreprise tous les ans. On n'a pas non plus fait l'année dernière de cas avec L'Oréal, mais il n'y a pas d'a priori pour ou contre. C'est simplement que moi je rencontre un certain nombre d'entreprises et je vais choisir en fait le cas qui me semble le plus approprié pour faire réfléchir les participants sur des problématiques. Clémentine, tu peux nous en dire un mot du Live Case L'Occitane sur lequel tu as travaillé cette année ? Bien sûr, alors il fallait complètement revitaliser, redynamiser la marque et on avait toute une plateforme de marque, donc vous allez découvrir si vous intégrez le SCP et ce MS ce qu'est une plateforme de marque, mais voilà l'univers de référence, où se positionne la marque par rapport à ses concurrents, les codes aussi de la marque, c'est important de les redéfinir, il y a tout un storytelling à faire, donc après on est tous partis dans des directions très différentes et c'est ce qui est super pour une marque comme l'Occitane parce que ça lui permet de découvrir comment on voit les choses différemment, surtout avec la cible qu'on est beaucoup plus jeune. Donc c'est par petits groupes, c'est pas toute la promo sur un même sujet ? Non, c'est pas possible. Tous ensemble, ça serait trop compliqué. Et puis c'est mieux pour eux en plus de pouvoir découvrir les différentes idées qu'on a. Non, on brainstorm en petits groupes. Ça dépend, ça varie en fonction des années. Et puis on travaille sur la stratégie marketing qu'on peut proposer à l'Occitane pour redynamiser la marque. C'est tout au long de l'année ce projet ? Non. C'était 3 semaines. Ok. Et le reste du temps, vous travaillez sur quel type de projet ? On peut travailler sur L'Oréal dans différents groupes, en marketing interculturel, en sémiologie. Il y a plein de matières dans lesquelles on peut travailler en groupe là-dessus, mais c'est juste qu'on ne va pas le présenter devant les professionnels, mais devant nos professeurs ou des professionnels qui viennent nous faire des conférences. Ok. Allez-y. Si vous regardez la promo de l'année dernière, combien de diplômés sont en CDI ? Combien parmi les Français travaillent à l'étranger hors France ? Alors ça tombe bien parce que j'ai les chiffres. Donc au bout de 3 mois, 62% des participants l'année dernière avaient un emploi. Donc je suppose que maintenant c'est 90%. Et l'étranger c'est 64%. C'est-à-dire qu'en gros, on a 2/3 des participants qui ne travaillent pas dans leur pays d'origine. Ok. Et quand vous dites ont un emploi, vous mélangez CDI et CDD, j'imagine. Oui, c'est alors pas là, que parce des que là, CDI. j'ai pas forcément le ratio, mais généralement, si vous voulez, il n'y a pas de problème d'employabilité. Enfin, on n'a pas eu le cas, sauf accident de parcours. Et dans ce cas-là, on voit des participants, ils se posent des questions, ils reviennent vers nous, on les aide, on discute. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Okay. Donc ça veut dire qu'en gros, la plupart des participants ne travaillent pas en France.
Et parmi les Français qui travaillent à l'étranger, Ouais. ils travaillent dans quel pays? Est-ce qu'il y a un tropisme pour un pays en particulier? Non, il n'y a pas de tropisme. Ça peut être l'Angleterre, les États-Unis, Singapour, Hong Kong, la Belgique, la Suisse, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la promo actuelle, on a 24% de participants qui ne sont pas français. Et aussi le ratio homme-femme, il faut le dire aujourd'hui parce qu'on est le 8 mars, journée très très importante, je ne sais pas pourquoi, mais paraît-il. 74% de femmes, donc on est sur un ratio qui est soit entre 2 tiers et 3 quarts de femmes par rapport aux hommes. Ok, et alors les participants non français sont tous francophones par contre, j'imagine. Il faut Oui. parler français pour faire le master. Oui, il faut parler français. Il faut parler français, nécessairement. Ok. Voilà. Tant qu'on est dans les chiffres, est-ce que vous pouvez donner le salaire moyen, si vous l'avez? Oui. Un vrai salaire moyen. Oui, 38 K euros un an après la sortie. Un an après la sortie. 38 K euros. Ok. Voilà. J'ai vu sur la plaquette du programme qu'il y avait des cours d'impro. C'est vrai, point d'interrogation? C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. On commence l'EMS avec des cours d'impro avec des professionnels. On commence par ça? On commence par ça. Vous imaginez commencer des cours à 47, former des groupes. C'est compliqué. Donc, ce qui est super avec ces cours d'impro, c'est que on peut apprendre à se connaître. On sort. En plus, on nous demande de sortir de notre personnalité et de prendre le rôle de personnage. Donc on se marre en plus, c'est sympa pour apprendre à se connaître et on a des professionnels super qui nous aident aussi à nous valoriser, à avoir confiance en nous. Vaut mieux commencer un master comme ça, c'est plus simple et plus facile après pour la suite et puis ça lie tout de suite parce qu'on est tous à la même échelle. C'est juste pour ça, c'est juste en guise d'introduction pour apprendre à se connaître. Puis la prise de parole, c'est important aussi parce qu'il y a des personnes moins à l'aise que d'autres à l'oral. Ça nous met tout de suite dans le bain parce qu'on a des retours aussi. C'est des personnes qui ont des formations également en PNL par exemple. Donc ils nous aident à prendre la parole quand certains ont des difficultés à les faire sortir de ces difficultés, à nous mettre des challenges. Donc c'est important après pour les prises de parole, pour les interviews, pour les entretiens. Voilà. C'est pour cette raison-là que vous avez introduit les cours d'impro? C'est pour moi, je ne le crie pas trop sur les toits, l'impro, parce que de manière générale, on a introduit absolument toutes les innovations pédagogiques depuis presque 30 ans, et tous les petits copains de la banlieue parisienne se sont rués pour les copier. Ça ne change rien, primo leader. En fait, j'ai introduit ces séminaires il y a 3 ans. Alors au début, c'était pas le séminaire d'intégration, c'était au milieu d'année. Puis en fait, je me suis dit que c'était une bonne idée que les étudiants fassent connaissance avec des sketchs d'impro. Alors là, il y a 2 messages. Il y a un, faire du team building, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire se découvrir de façon un petit peu décontractée, etc. Mais il y a un deuxième message, c'est le lâcher-prise. C'est de dire finalement, on ne va pas rentrer dans un carcan, parce qu'après vous allez rentrer dans des organisations qui sont relativement formatées. Et le problème, c'est aujourd'hui la difficulté à innover, parce qu'on n'a pas parlé de l'innovation, mais la dimension de créativité, Clémentine l'a rappelé tout à l'heure, est très très importante. Et pour cela, il faut savoir casser les barrières mentales. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante du programme. C'est-à-dire essayer de penser autrement, pour avancer et pour créer quelque chose. C'est pour ça que la notion de création est très très importante. Okay. Alors évidemment, on est accompagné par des professionnels. C'est pas dans une salle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai cheminement pédagogique. Et d'ailleurs, ces sketchs d'impro donnent lieu à la fin à des briefs sur des campagnes de publicité ou de communication. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, vous devez relancer telle marque, voilà, vous avez 2 minutes. Bon, typiquement. Donc c'est de l'impro marketing, quoi. Oui, c'est de l'impro. D'abord, ils apprennent les bases de l'impro, d'accord ? Et puis après, on va essayer d'opérationnaliser ça. Et l'idée, c'est que peut-être que dans 2-3 ans, on fera un concours d'impro dans le grand amphi de l'ESCP pour montrer. Ça peut être aussi une technique créative qui est très intéressante. Il faudra venir nous raconter ça quand vous l'aurez fait. Je vais vous laisser prendre la question suivante. Alors, est-il bien vu d'arriver à l'entretien d'admission avec un sujet de thèse professionnel en tête ? Alors, je ne poserai pas la question en ces termes. Il n'y a pas de bien vu ou de pas bien vu. Ce qui est important, c'est de savoir à peu près pourquoi on met les pieds dans l'école, parce que c'est d'abord le choix d'une école, puis c'est aussi le choix d'un programme. Donc, la question va peut-être arriver sur la thèse, peut-être pas, ça dépend de la tournure de l'entretien. Il n'y a absolument pas de nécessité, d'accord, à connaître un sujet thèse. Mais par contre, se poser la question de savoir
moi je pourrais poser la question sur quel thème vous auriez envie de travailler. Okay. Et alors je précise qu'il est tout à fait possible de travailler sur un thème sur lequel on a déjà travaillé. Alors ce qui est interdit évidemment, c'est de rendre un document qui a déjà été présenté. Donc, ça c'est formellement interdit. Mais il n'y a pas besoin de faire progresser la recherche. Non, mais là, en fait, l'objectif de la thèse, c'est pas de faire avancer la recherche fondamentale, c'est de s'engager dans une démarche personnelle par rapport à une question à laquelle on a envie de se donner une réponse. Pas la réponse, mais une réponse, en essayant d'utiliser des méthodes, des idées, des concepts qu'on a vus pendant les 6 mois de cours. Par exemple, toi, sur quoi tu comptes travailler puisque tu approches de la fin de ton année? Alors, moi, je suis partie dans un thème sur les vins et spiritueux. Et après, ça se travaille avec son tuteur de thèse pour essayer, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans des thèmes comme ça. Mais partir sur... en France, les jeunes, ils ne connaissent pas vraiment bien ce qu'est le vin. C'est un produit très particulier. Il y a dans le luxe, mais aussi pas forcément. Donc, comment on l'aborde, comment les jeunes le voient aujourd'hui, l'évolution par rapport à il y a 15 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a une spécificité du marketing du vin, quoi. Et ça, c'est tout le paradoxe de Clémentine. C'est qu'elle est passionnée par le vin et elle va aller vendre du Coca-Cola. Donc, c'est-à-dire qu'on intègre le paradoxe. Écoutez, ce sera le mot de la fin parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous laisser 30 secondes de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Bon, je pense que le message est passé. Hein. Vous êtes bienvenus dans ce programme. Si vous pensez que ça a du sens dans votre trajectoire personnelle et professionnelle, et si vous avez envie de donner du sens, en fait, à votre avenir professionnel. Clémentine? Tout est dit, je crois, très bien résumé. Il faut vraiment réfléchir à l'intérêt qu'on a pour le marketing, c'est important. Venez vraiment comme vous êtes à l'entretien, n'en faites pas plus. Et faut s'épanouir après dedans, il n'y a plus qu'à. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.